Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette table ronde sur les micros et les nanomatériaux entre futilité et utilité. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui 4 spécialistes. Pascal Fabre, bonjour. Bonjour. Pascal, vous êtes physico-chimiste, directrice de recherche CNRS au laboratoire Charles Coulon à Montpellier. Vous êtes spécialiste de la biodégradation des polymères en milieu marin et vous coordonnez le GDR, le groupe de recherche sur polymères et océans. Patrick Couvreur, bonjour. Bonjour. Patrick, vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Saclay. Vous êtes pharmacien, spécialiste de nanomédecine et de nanomédicaments. David Azoulay, bonjour. Bonjour. David, vous êtes senior attorney et directeur du programme Santé et Environnement au Ciel, une ONG, le Centre pour le droit international de l'environnement. Et enfin, Fernand Dorido, bonjour. Ah, on ne vous entend pas, Fernand. Bonjour. Bonjour Fernand. Vous êtes enseignant-chercheur en éthique à l'ICAM, à Lille, et vous vous intéressez à l'éthique et à la gouvernance des technologies. Alors, je voudrais mentionner que François Galgani, qui est océanographe, devait être présent parmi nous aujourd'hui, mais il a été sollicité au dernier moment pour travailler sur la mission Océan d'Horizon Europe, donc un sujet tout à fait lié à notre discussion d'aujourd'hui. Et il s'excuse de ne pas pouvoir être présent. Pour le public, sachez que nous prendrons vos questions, à la fois au fil de l'eau, si elles sont tout indiqué dans la discussion, et puis aussi à la fin de notre discussion avec nos 4 spécialistes. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de nano et de micromatériaux qui ont comme point commun leur petite taille, bien sûr, même s'ils ont en fait des tailles et des propriétés très, très variables. Les nanomatériaux peuvent être formés naturellement ou manufacturés intentionnellement, et selon les éléments chimiques qui les composent, ils peuvent être utilisés dans différents types d'applications. On en verra quelques-unes avec nos spécialistes. Par exemple, des batteries pour stocker l'énergie, l'électricité, ou des additifs alimentaires. Les microplastiques sont, eux, issus des plastiques. Ils sont toujours manufacturés, mais sur des tailles importantes. Leur côté micro vient de leur fragmentation en particules de taille de plus en plus réduite. Alors, on entend beaucoup parler en ce moment de microplastique, notamment avec les ONG qui ont pris le terme océan de plastique pour sonner l'alerte. Mais en fait, bien que 80% des déchets en mer soient des plastiques, la pollution par les microplastiques n'est pas du tout limitée au milieu marin. En fait, la situation est bien pire sur Terre et dans l'atmosphère qui transporte des flux de micro et de nanoplastiques. Selon les estimations, d'ailleurs, Pascal, il y aurait une masse manquante de plastique. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Oui, ce terme masse manquante de plastique est un peu frappant, c'est pour ça qu'on aime bien l'utiliser en fait. Ça vient du fait que si l'on compte ou on estime ce qui est rejeté dans les océans annuellement, et que par ailleurs on extrapole à partir des mesures qui sont faites de ce qu'on a récolté dans les océans, combien on en a au total, eh bien on trouve une énorme différence entre ces deux chiffres. Typiquement, 1%, on ne retrouve qu'1% de ce qu'on pense avoir mis dans l'océan. Et c'est de là que vient cette appellation de masse manquante. Alors en fait, évidemment, il y a des hypothèses sur cette masse manquante. D'une part, là, les extrapolations ont été faites à partir de l'océan parce que c'est les premiers endroits où on a fait des mesures. Et à l'heure actuelle, on sait évidemment, on en a beaucoup parlé depuis ce matin, qu'il y a beaucoup de plastique dans l'atmosphère, donc dans la terre, dans le sol, et ces compartiments commencent juste à être explorés. En termes d'océan, aussi dans les sédiments. Donc on soupçonne qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus aussi dans ces régions-là. Et puis, il y a ces fameux nanoplastiques dont on parle aussi beaucoup, qu'on n'a pas encore détecté véritablement dans l'océan, mais on est quasiment sûr qu'il y en a, et il pourrait y en avoir énormément. C'est pas parce qu'on les a pas encore détectés que voilà, qu'il n'y en a pas des grandes quantités, mais je pense qu'on en reparlera.
Donc, on a des hypothèses sur cette masse manquante et j'espère que bientôt, on va la retrouver. Oui, David, vous vouliez prendre la parole? Ah non, pardon, désolé, je faisais un signe à Excusez-moi, j'ai quelqu'un cru qui que vous me leviez la demandait main. quelque chose. Donc, dans un milieu naturel, quand les plastiques se fragmentent, on obtient des microplastiques, puis des nanoplastiques, et ultimement, en théorie, on pourrait retrouver les monomères. Pascal, pourquoi ça ne se passe pas exactement comme ça, aussi simplement? Où est le problème, en fait? Alors, vous avez raison, le principal mécanisme, effectivement, et la principale difficulté, c'est la fragmentation des macrodéchets en déchets de plus en plus petits. Les macrodéchets, on pense qu'à la limite, on pourrait les ramasser. Les microdéchets ou les nanoplastiques, on ne sait plus les récupérer. Cette fragmentation, elle vient essentiellement de l'effet du rayonnement solaire, qui coupe le plastique en morceaux de plus en plus petits. Et ultimement, on peut aller jusqu'au monomère ou jusqu'à des chaînes très petites qui seraient solubles dans l'océan, par exemple, ou qui seraient dans l'environnement. Le problème, alors, ultimement, c'est des temps éventuellement géologiques pour ce qui est des polymères conventionnels. Le problème, c'est ce qui se passe entre-temps, en fait. C'est que ces particules sont très persistantes dans l'environnement et pendant tout ce temps, il peut se passer des tas de choses très désagréables, comme on en a parlé depuis aussi ce matin, les additifs qui vont désorber des plastiques, les molécules toxiques qui se fixent dessus, voilà, l'ingestion par les animaux, le passage des membranes. Qui plus est, même si on les réduisait en toutes petites molécules ou même en briques de base, le monomère, ces monomères peuvent être toxiques en eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on est revenu à la brique de base que c'est particulièrement inoffensif. Ils peuvent avoir été modifiés aussi, par exemple être acides et voilà, contribuer, alors je ne peux pas vous donner un ordre de grandeur, mais contribuer à une certaine acidité. La vraie destruction complète et le retour complet à l'environnement, ce serait via la biodégradation où des organismes à ce moment-là ingèrent ces molécules et les rejettent dans l'environnement sous forme de CO2 et sous forme de plus de micro-organismes. Donc ça, c'est la biodégradation par les organismes, mais vous travaillez aussi sur des polymères qui sont biodégradables. Qu'est-ce que c'est un polymère biodégradable ? Alors, c'est un mot qu'il faut vraiment essayer de bien définir parce qu'on emploie par exemple le mot de bioplastique qui recouvre deux notions complètement différentes qui sont biosourcées et biodégradables. Biosourcé, ça veut dire qu'il vient de ressources naturelles, pas forcément biodégradable. Donc, biodégradable, en fait, la définition, c'est que tout le carbone du polymère serait converti justement en biomasse et en CO2, comme je viens de le dire, par les organismes, que ce soit les bactéries et les champignons. Maintenant, quand on dit biodégradable, le point très important, c'est dans quel milieu et en combien de temps. Et c'est ça qu'il faut absolument définir parce que lorsque l'on vous donne un sac biodégradable dans votre magasin bio, eh bien, en général, plus qu'en général, ce sac n'est pas biodégradable dans l'océan. Il est dégradable en sol, en compost industriel. À l'heure actuelle, des matériaux vraiment biodégradables dans l'océan, on est en train d'en trouver, mais on n'en a pas encore dans les magasins. Donc, le milieu de dégradation est très important pour définir qu'un matériau est vraiment biodégradable. Et puis, le temps, on a besoin de dire en tant de temps, il va s'être dégradé à 98%, par exemple. Très bien, merci. Patrick Couvreur, en fait, dans votre domaine, la pharmacie, on utilise des nanocapsules pour transporter les médicaments. Alors, dans ce cas, les nanomatériaux non contents de sauver des vies sont intrinsèquement biodégradables. Oui, alors on n'utilise pas uniquement des polymères, on utilise bien sûr des polymères biodégradables, mais aussi des lipides, puis il y a d'autres matériaux qui sont utilisés, mais une condition absolument sine qua non, c'est évidemment qu'après administration intraveineuse, le transporteur de médicaments qui va aller amener le principe actif, par exemple, de manière sélective au niveau d'une tumeur, il est absolument indispensable, vous l'imaginez,
que ce transporteur soit métabolisé, c'est-à-dire biodégradé, pour pouvoir être éliminé par les voies d'élimination naturelles, notamment après filtration rénale, parce qu'une particule ne peut pas être excrétée directement par la voie rénale. Donc, il est évident que lorsqu'on traite des patients avec des nanomédicaments qui sont tous biodégradables, et par conséquent, ils ne peuvent pas polluer. Enfin, il est évident que si on excrète des médicaments, on pollue d'une certaine manière, si vous voulez. Mais enfin, on ne peut pas polluer pour des raisons de non-biodégradabilité l'environnement. Est-ce que vous auriez des exemples de tels médicaments et de leur mode d'action pour une maladie spécifique? Alors, on peut dire que cette approche des médicaments, c'est une révolution, hein, parce que, en fait, si vous voyez à peu près dans le domaine du cancer, il y a un certain nombre de pathologies où on avait très difficile d'administrer des médicaments anticancéreux, simplement parce que quand vous les administrez, ils vont provoquer des dommages à l'ADN, mais pas uniquement à l'ADN des cellules tumorales. Et donc, il est extrêmement important de pouvoir vectoriser, je dirais, ces médicaments de manière sélective au niveau des tumeurs et de délivrer le médicament spécifiquement au niveau du tissu tumoral pour épargner, évidemment, les autres tissus sains de l'organisme. Et donc, vous voyez que dans ce contexte-là, ça permet d'avoir moins de toxicité pour le patient, mais ça permet aussi, si c'est un nanomédicament qui, plutôt que le médicament classique, va être mieux toléré par l'organisme, ça permet d'en administrer plus et donc d'être plus efficace, d'avoir un index thérapeutique qui est amélioré. Il y a à peu près actuellement une 50aine de nanomédicaments sur le marché. Alors, je vous disais que c'est une révolution technologique parce que c'est quand même grâce aux nanovaccins qu'on a actuellement 2 vaccins ARN messagers qui, je ne vais pas dire vont sauver l'humanité, mais sont absolument actuellement indispensables pour lutter contre la pandémie. Alors ça, ce ne sont pas des nanoparticules polymères, mais ce sont des nanoparticules à base de lipides, hein, notamment de lipides ionisables, cationiques ionisables, et ça permet de faire rentrer l'ARN messager dans la cellule, dans les cellules immunocompétentes, et de permettre l'expression de cet ARN messager sous forme d'une protéine qui va ensuite permettre à l'organisme de produire des anticorps qui sont neutralisants contre le SARS-CoV-2. Donc, vous voyez, c'est un exemple. En 2019, par exemple, je vous donne un autre exemple qui est extrêmement récent aussi. On a traité de manière extrêmement efficace avec des petits ARN interférents encapsulés dans des nanoparticules, des neuropathies, c'est l'amyloïdose transthyrétine, qui sont des pathologies absolument épouvantables. Et on a complètement changé, je dirais, la vie et le confort d'à peu près 60% des patients qui sont traités par ce nanomédicament, hein, c'est le patisiran. Et je n'ai aucun lien d'intérêt avec Moderna, qui est la société qui développe le patisiran. Et puis, nous-mêmes, dans mon laboratoire, on a développé un anticancéreux pour le traitement de l'hépatocarcinome. On était jusqu'en phase 3 clinique et créé une start-up. L'hépatocarcinome, vous le savez, c'est malheureusement une pathologie cancéreuse pour laquelle actuellement on n'a pratiquement aucun traitement efficace. Voilà. Donc, une variété de nanomatériaux avec différents matériaux qui les composent et qui peuvent servir de médicaments contre des maladies extrêmement graves et handicapantes et qui sont du coup biodégradables by design, on va dire. Oui, David, alors je rebondis un peu sur ce qui a été dit précédemment par Pascal. C'est qu'évidemment, il est très important parce que quand on dit biodégradable, vous avez raison, ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous avez un nanomédicament qui est biodégradable en 1 mois et que vous faites une chimiothérapie, hein, en général quand on fait des chimiothérapies, on répète les administrations, un certain nombre d'administrations, vous voyez tout de suite que si le temps de demi-vie est d'1 mois, après 5 ou 6 administrations, vous allez cumuler, vous allez avoir ce qu'on appelle des thésaurismoses, c'est-à-dire vous allez cumuler des concentrations de ces polymères biodégradables ou de ces lipides biodégradables dans les cellules macrophagiques notamment de l'organisme. Donc, dans le domaine de la médecine, j'insiste là-dessus, on doit, et dans les dossiers d'AMM, parce que ce sont des dossiers qui sont extrêmement encadrés, qui sont extrêmement stricts, avec une législation qui est parfois un peu trop compliquée, je peux vous dire qu'on doit démontrer qu'en fonction,
je dirais, du mode d'administration, du protocole d'administration, de la répétition des administrations, on a effectivement une biodégradation, on n'a pas de thésaurismose intracellulaire. Voilà, donc avec le milieu et les échelles de temps qui sont très importantes. Alors, David, je voulais justement vous demander, vous qui êtes juriste, on voit bien qu'il y a quand même des difficultés à définir et à standardiser la notion de biodégradabilité pour l'instant. Oui. Alors, où en est-on? En fait, je pense que les deux intervenants précédents ont assez bien précisé que pour définir la biodégradabilité, il faut définir les matériaux dont on parle et il faut définir le milieu dans lequel cette biodégradabilité peut exister. Et c'est dans ce cadre-là que je pense que c'est très intéressant d'avoir ces perspectives, de confronter ces perspectives du milieu du médicament et du milieu des matériaux grand public, du plastique, puisque la plupart de ce à quoi le grand public est confronté, c'est d'autres types de matériaux et de substances. Donc aujourd'hui, il existe des standards de biodégradabilité essentiellement dans des installations de compostage industriel. En tout cas, et là on parle de plastique. Donc il existe des standards pour différents types de biodégradabilité, et comme Pascal le mentionnait avant, ça peut potentiellement créer un petit peu de confusion auprès des consommateurs, puisque quand on leur distribue un sac plastique qu'il est standardisé par les marqué avec les standards SAIN biodégradables, il faut préciser que c'est biodégradable dans un composteur industriel très souvent. Et très souvent, les consommateurs et le grand public n'est pas forcément au fait de ces questions-là. Alors, on peut rentrer plus en détail si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, des questions de définition légale. Je pense qu'il est important de voir, c'est qu'il existe des standards qui sont établis via des procédures de standardisation classiques, qu'ensuite ces standards peuvent être repris dans la réglementation, mais qu'une fois encore, il est très important de clarifier ce qu'on standardise exactement et quelles sont les conséquences comment on peut utiliser au mieux ces standards, je dirais. Donc les composteurs industriels, c'est le milieu dans lequel on a un standard industriel, mais ce ne sera pas le cas forcément dans la nature. David, vous vous intéressez également aux autres impacts du cycle de vie des matériaux plastiques. Pour l'instant, on a insisté sur le côté de dégradation à la fin de la vie d'un matériau, une fois qu'il a été utile, avec un peu de chance. Donc, vous vous intéressez à tout le cycle de vie, de l'extraction à la fragmentation. Alors, quels sont ces impacts et quelles sont les avancées actuelles pour mieux prendre en compte tous les impacts de ces matériaux tout au long de leur cycle de vie? Alors, effectivement, il y a quelques années, on s'est rendu compte que la plupart des discussions qui avaient trait au plastique, et là on parle, je dirais, plus du plastique que des questions des nanomatériaux manufacturés, qui sont des conversations, en tout cas au niveau juridique et en termes de politique publique, qui suivent des voies relativement différentes. Et donc, pour ce qui est des questions du plastique, effectivement, on s'est rendu compte que la plupart des conversations se focalisaient sur la fin du cycle de vie. Et ça pouvait laisser penser que le plastique n'était un problème pour la santé ou pour l'environnement que si le déchet était mal géré, ou en tout cas ne devenait un problème qu'une fois qu'il devenait un déchet. Et ça nous paraissait très contradictoire avec les informations qui étaient disponibles. Et donc, on a travaillé sur ce sujet-là. Et on a travaillé en particulier sur les impacts sur la santé publique et les impacts sur le climat aux différents stades du cycle de vie. Donc, on a schématiquement divisé les cycles de vie du plastique en un certain nombre d'étapes. Extraction des matières premières. À 99%, c'est des matières fossiles, c'est du gaz ou c'est du pétrole. Transport, transformation en polymères, les transformations en additifs pétrochimiques qui sont rajoutés au plastique. Phase d'utilisation.
la phase d'élimination, de gestion du déchet, et ensuite les impacts que peuvent avoir les plastiques une fois qu'ils sont dans l'environnement. Et ce qu'on a trouvé, c'est que tant en matière de santé publique qu'en matière d'impact sur le climat et le changement climatique, il y avait des impacts très sérieux à chacune des étapes du cycle de vie. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour chaque étape, mais je vais essayer de vous donner quelques petits exemples. Par exemple, aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency, qui est l'équivalent de l'agence de protection de l'environnement américaine, qui ne sont pas franchement connus pour être des Khmers verts ou des activistes, eux ont identifié plus de 270 substances cancérigènes ou hautement toxiques qui étaient utilisées et qui étaient relâchées dans l'environnement au moment de l'extraction des gaz, du gaz qui est utilisé pour fabriquer du plastique. Et donc là, on voit qu'avant même que le plastique soit devenu un plastique, pour créer du plastique, on a besoin de créer des impacts en tout cas, on va déclencher des impacts très sévères sur la santé des populations qui sont autour de ces sites d'extraction. Mais il y a certains polluants qui peuvent voyager sur des centaines de kilomètres, donc ce n'est pas juste sur les sites d'extraction, et un certain nombre d'impacts. De la même manière, on sait que pour fabriquer les polymères plastiques à partir de ce gaz, on va utiliser certaines substances, certains adjuvants, dont certains sont connus comme étant des toxiques depuis plus d'une centaine d'années. On a par exemple une grosse utilisation de benzène dans la fabrication de plastique. On sait que c'est un poison pour la moelle épinière depuis la fin du 19e siècle à peu près. Et donc là, on est dans une situation où les travailleurs qui les fabriquent et les populations qui sont, elles, exposées au rejet de ces installations sont largement exposées à ces substances avec des impacts sur la santé qui sont très, très bien documentés. On va dire, c'est pas franchement un hasard s'il y a tout un pan du sud américain qui est appelé Cancer Alley, l'allée des cancers, parce que les taux de cancer sont parfois 1 à 2 ordres de magnitude plus élevés que ce qu'on trouve partout ailleurs dans le pays, et c'est évidemment lié à la concentration d'industries pétrochimiques. Et donc, on voit ce genre d'impact qui se multiplie tout au long de la chaîne. Un autre exemple que je trouve assez intéressant, donc ça c'était l'étude qu'on a fait sur les impacts sur la santé. On a publié un impact similaire sur les questions de climat. Alors la conclusion générale de cet impact, c'était que la production de plastique sur l'ensemble du cycle de vie du plastique, ça représente l'équivalent de, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, je crois que c'est 179 méga-centrales énergétiques à charbon par an. En termes d'émissions à effet de serre, voilà ce que représentent les émissions de la chaîne de vie du plastique. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des impacts qui étaient plus délétères, qui commencent à être compris et qui ont un impact plus profond, je dirais, sur le cycle du carbone. Et pareil, sur le cycle du carbone. On s'est rendu compte, par exemple, que la présence de micro- et nanoplastiques dans les océans avait un impact et sur la reproduction du phytoplancton qui jouait un rôle majeur dans l'absorption du carbone de l'atmosphère dans les océans, et sur leur reproduction. Et ça veut dire qu'au-delà du fait qu'on rejette du carbone dans l'atmosphère en produisant du plastique, on a aussi un impact négatif sur la capacité de la biosphère à absorber et à dégrader le carbone. Donc on voit, on a une sorte de double effet là qui est particulièrement inquiétant. La bonne nouvelle, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a un certain nombre les discussions politiques et juridiques qui existent aujourd'hui s'orientent vers une meilleure prise en compte de l'ensemble du cycle de vie du plastique. Et si les industriels insistent, continuent à répéter ce narratif qui consiste à dire que le plastique n'est un problème que s'il est jeté dans la mauvaise poubelle ou qu'une fois qu'il devient un déchet, les pouvoirs publics et le monde scientifique prend de plus en plus conscience du besoin de considérer la question du plastique dans l'ensemble de son cycle de vie. Et notamment, en ce moment, il y a des discussions au niveau international, peut-être qu'on en reparlera plus tard, pour la préparation d'un traité pour essayer de traiter la crise plastique qu'on traverse aujourd'hui. Et là, il y a un consensus très large de l'ensemble des parties prenantes et des États pour dire que ce traité ne peut pas être un traité sur les déchets ou sur les déchets plastiques, ni même un traité sur les océans, les plastiques dans les océans, mais un traité qui devra traiter, excusez-moi pour la répétition, l'ensemble du cycle de vie du plastique. On n'y est pas encore, mais c'est la direction que prennent les discussions qui existent aujourd'hui. Donc là, on parle de l'ONU. Hein.
on parle de ce qui se passe effectivement au sein de l'ONU. Mais les discussions similaires existent au niveau régional, au niveau de l'Union européenne, dans le Pacifique Sud, dans la région Caraïbe, en Afrique. Voilà, on voit ce genre de discussions qui émergent très largement. Et d'ailleurs, il y a une question du public qui en fait est liée. Il s'agit de restaurateurs qui souhaitent faire mieux et qui s'inquiètent de l'utilisation d'emballages alimentaires, qui voudraient savoir quel levier ils ont pour agir, à part le tri. Alors ça, c'est une question qui est très intéressante et qui ouvre le premier niveau de réponse qui est en général apporté aux restaurateurs ou aux autres opérateurs industriels qui se posent ce genre de questions, c'est de chercher à remplacer les matériaux qu'ils utilisent par un autre type de matériaux à usage unique. Malheureusement, d'ailleurs, on le voit, il y a une étude qui a été publiée aujourd'hui ou hier récemment qui montre que même si on passe vers des matériaux qui ne sont pas plastiques, comme du papier ou du carton à usage unique, pour pouvoir l'utiliser comme contenant alimentaire, on va y intégrer soit des couches pour protéger le papier à base de substances qui sont tout aussi, voire plus toxiques que le plastique qu'on utilise aujourd'hui. On parle de PFAS et de tout un type d'autres substances qui, elles, sont des substances qui ne sont pas dégradables. On les appelle les forever chemicals, les produits chimiques éternels en français, parce qu'on retrouve ça beaucoup. Et donc, les options qui sont les plus intéressantes et qu'on commence à voir se développer dans un certain nombre d'endroits, c'est développer ou utiliser des méthodes de distribution alternatives. Et plutôt que de passer d'un plastique à usage unique à un papier à usage unique qui va qui va porter le même type de problème en termes de déchets et parfois de toxicité. L'idée, c'est donc de développer des méthodes de distribution alternatives. Et on voit ce genre de modèle se développer dans un grand nombre de villes. Il y a un certain nombre de villes en Suisse où j'habite, par exemple, où il existe des systèmes centralisés où une entreprise va fournir aux restaurateurs des contenants réutilisables. Alors, il y a un certain nombre de matériaux qui sont utilisés pour ça, pour lequel le consommateur va louer auprès du restaurateur, c'est-à-dire qu'il va payer une caution, il va l'acheter au moment où il va aller chercher son repas emporté, et ensuite le consommateur peut redéposer ce contenant réutilisable dans n'importe lequel des restaurants qui est partenaire de ce système. Les restaurateurs ensuite, eux, vont collecter ces contenants réutilisables. La société qui les distribue va se charger de les collecter auprès de l'ensemble des restaurateurs, de les laver et de les redistribuer là. Et donc là, on arrive petit à petit à échapper à la dictature de l'usage unique, une fois encore, que ce soit du papier, du plastique ou autre chose. Donc, il existe ce genre de méthode. Ça n'existe pas partout. En attendant, je dirais que la première chose à faire, c'est de réfléchir à la quantité d'emballage qu'on utilise, parce qu'il y a quand même un grand nombre d'emballages qu'on utilise, on peut réduire. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'incitatif économique à réduire les emballages, parce que ça coûte vraiment rien, le plastique. Donc la première chose, ce serait de réduire la quantité d'emballage qu'on utilise. Deuxième étape, de passer à des matériaux toujours à usage unique, mais moins polluants. Et donc, par contre, là, il y a un vrai travail de recherche à faire, parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas du plastique que c'est sain. Et l'étape d'après, c'est d'utiliser des modes de distribution alternatifs qui se répandent de plus en plus. Et on espère qu'à travers la réglementation qui est mise en place en ce moment, il y aura un soutien et des incitations économiques plus fortes pour faciliter le transfert vers ce genre de mode de distribution. Merci David. Alors j'en profite parce qu'il y a une autre question du public qui vous est adressée. Spécifiquement sur l'effet de serre, quelle proportion vient des plastiques par rapport à ce qui vient du secteur de l'énergie au niveau du pétrole? Alors, d'abord, il faut savoir que c'est un seul et même secteur. Aujourd'hui, les producteurs de plastique, ce sont les producteurs de pétrole. Il y a un rapport qui a été sorti cette semaine qui identifiait les plus gros fabricants de polymères plastiques, notamment pour le plastique à usage unique. Et en haut de la liste, on a ExxonMobil. Donc déjà, le premier point, il ne faut pas forcément séparer ces deux secteurs. Ensuite, je n'ai pas la réponse sur comparaison. Ce qu'on a calculé, nous, c'est que en 2030,
la production plastique représentera 15% du budget carbone restant si on veut rester sous la barre des 1,5%. Donc, ça représente quand même une portion relativement importante du budget carbone qu'il nous reste. Merci, David. Fernando Rido, de votre côté, vous vous intéressez à des aspects très pratiques pour accompagner l'innovation. Donc, comment mettre en place des manières d'innover qui soient plus durables et plus sûres, le Safe and Sustainable by Design. Fernand, comment aujourd'hui canalise-t-on l'innovation technologique ? Alors, merci beaucoup de votre question. J'ai un petit peu souri, à vrai dire, en lisant le formulé de la question telle que vous venez de la prononcer, parce que je ne m'aventurerai pas à soutenir qu'on est capable aujourd'hui de canaliser en une quelconque façon l'innovation nano, et j'aurais même tendance à dire qu'elle n'est pas du tout canalisée. Comme ça a été dit dans le fil de la discussion tout à l'heure, vous savez que 400 000 tonnes de nanomatériaux sont produits ou importés sur le marché français chaque année, nanomatériaux pour lesquels on a très très peu de connaissances relativement au risque et à leur devenir environnemental. Donc, en quelques mots, d'ailleurs je souris aussi parce que dans la préparation de cette réunion, vous m'aviez dit d'essayer de rajouter un petit peu de joie de vivre dans un tableau qui est relativement très sombre et l'est depuis ce matin, et ce n'est pas si facile, évidemment. Et très généralement, je trouve pour ma part, pour étudier les questions nano depuis quelques années, qu'on est encore sur un régime qui est bien loin de ce que l'Europe appelle l'innovation responsable, la recherche et l'innovation responsable. On est encore dans un régime notamment qui est fait d'aller-venue entre des inquiétudes associatives et des réponses industrielles. On le voit sur le secteur de l'alimentation, par exemple. Hein, on pourrait parler de l'interdiction récente du récent rapport de l'EFSA sur le dioxyde de titane, le 171. Donc on n'est pas encore loin de là dans un régime de responsabilité partagée tel qu'on pourrait l'imaginer. Alors simplement, c'est vrai qu'existent malgré tout des outils aujourd'hui dont l'industrie peut s'emparer pour essayer d'aller vers ce Safe by Design qui en tant que tel est lui-même une notion, vous le savez, controversée. Hein. Safe by Design, c'est essayer très en amont d'assurer de l'innocuité sanitaire et environnementale d'un produit avant d'attendre, comme ça se fait traditionnellement, que le produit soit mis sur le marché et qu'on puisse le tester. De même que Sustainable by Design, c'est essayer très en amont d'essayer par exemple de faire des analyses de cycle de vie d'un produit ou d'un procédé pour essayer de minimiser ses impacts environnementaux, économiques ou sociaux. Et on peut même parler aujourd'hui d'un troisième volet qui serait l'ethical by design. Hein, c'est une notion qui se développe. Donc l'idée d'essayer très en amont de se poser tout un tas de questions sociétales que seraient susceptibles d'ouvrir les produits qu'on est en train de développer et d'associer autant que possible la société civile à l'innovation. Donc, on est encore loin d'avoir réalisé tout ça, mais c'est vrai qu'il existe des outils. Alors moi, je pense que c'est à ça que vous faites référence. Je suis par exemple engagé dans un projet européen actuellement qui s'appelle NanoFabNet et dans lequel on essaie de créer un réseau, une sorte de hub d'innovation durable, Sustainable Innovation en nanotechnologie, dans lequel on essaie au moins de mettre à la disposition de tout un tas d'acteurs, et en particulier des acteurs industriels dont on espère qu'ils vont rejoindre petit à petit le réseau, les outils qui existent. Alors que ce soit les nombreuses ou les quelques normes qui existent dans le domaine de l'analyse des cycles de vie, hein, le nano, qui est encore compliqué à faire, mais qui se développe petit à petit. Donc, il existe un certain nombre de normes ISO, de normes SEN, de guidance de différentes sortes. Il existe également, sur le volet risque, analyse du risque, évidemment, tout un tas d'outils de control banding ou autres, de mitigation des risques, etc., qui bénéficient de développement quand même et qui sont sans doute pas assez connus par un certain nombre d'acteurs industriels. Et puis, il existe même sur le plan de l'éthique tout un tas d'outils, de normes et de guidance qui peuvent également être utiles. Donc, on essaie le réseau qu'on développe essaie de réfléchir à la meilleure façon de mettre à disposition de l'industrie en particulier ces outils, de les faire connaître
dans un contexte qui est quand même celui d'une grande complexité au regard de tout ce qui existe. Hein. On essaie aussi de faire de la traduction en quelque sorte entre les grands rapports type de l'OCDE qui sortent et leurs conséquences pratiques pour les acteurs, notamment les acteurs industriels. Voilà, donc ce sont des petits pas. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit toutes ces initiatives volontaires telles qu'elles le sont en particulier qui permettent de résoudre l'ensemble des problèmes occasionnés par les nanotechnologies, hein, bien évidemment, de même que ce n'est pas les normes de responsabilité sociale de l'entreprise qui sont aptes à sauver la planète en quelque sorte, hein. Mais disons que ça y contribue et qu'on peut quand même concevoir qu'une frange des acteurs, notamment des acteurs industriels, sont plus ouverts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient quelques années à la discussion publique et à la prise en compte très en amont de toutes ces questions. Voilà. David, vous vouliez réagir ? Merci. Je voulais juste rajouter quelque chose et je suis désolé de parler autant, je vous promets d'essayer de me retenir après. Mais pour rebondir sur la question et ce que disait Fernand, on entend souvent des arguments eu égard à la manière dont la réglementation et notamment le principe de précaution serait un obstacle à l'innovation et à quel point ça représente quelque chose de détrimental à la possibilité de notre société à régler les crises auxquelles on est confronté. Et donc, nous, on a voulu chercher un petit peu ce qui se passait et quel était l'impact, effectivement, de la réglementation, et notamment de la réglementation basée sur la précaution, sur les processus d'innovation. On a utilisé le nombre de brevets qui étaient déposés le nombre de brevets sur une application particulière pour essayer d'évaluer l'impact que ça avait sur l'innovation. Et on a étudié un domaine bien précis qui est l'utilisation des phtalates. Ce sont des substances qu'on utilise notamment beaucoup en plasturgie. Et c'est un domaine, l'utilisation des phtalates a été assez clairement réglementée au cours des quelques dernières dizaines d'années. Et donc, on a essayé de superposer le nombre de brevets, des courbes qui montraient le nombre de brevets qui étaient déposés pour des applications sans phtalates, avec la courbe de temps et l'entrée en vigueur de différents types de réglementations qui restricted, je suis désolé, je mélange un petit peu les langues, en tout cas qui empêchaient l'utilisation de phtalates dans un certain nombre d'applications, dans les jouets, dans les emballages alimentaires, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'une réglementation qui restreint l'utilisation des phtalates entre en vigueur, on a un pic, on a une poussée du nombre de brevets qui sont déposés pour des applications qui peuvent avoir les mêmes effets, mais sans utilisation de phtalates. Ce que ça nous amène à conclure, c'est que la réglementation, et notamment la réglementation basée sur la précaution, peut avoir un impact extrêmement important sur l'innovation, non pas en la freinant, mais en orientant l'innovation technologique vers des types d'innovation qui sont plus bénéfiques ou qui sont plus à même de répondre de manière plus globale aux défis auxquels la société est confrontée. Voilà, je voulais juste rajouter un petit point là-dessus sur le lien entre réglementation et innovation. Tout à fait. Donc, sans forcément canaliser l'innovation, la réglementation peut contribuer à l'orienter. Et puis, évidemment, dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, hein, on en a parlé brièvement, Patrick Couvreur en a parlé brièvement, le principe de précaution qui est absolument indispensable permet tout à fait d'orienter l'innovation, de la cadrer. Patrick ? On ne m'entend pas, oui. Non, je voulais revenir sur le principe de précaution, parce que moi, je pense qu'il ne faut pas non plus pousser le principe de précaution trop loin. Je peux vous dire que dans tous les cas, dans le seul domaine que je connais, qui est celui de l'industrie pharmaceutique, du vaccin, et aussi des dispositifs médicaux, on voit bien que notre pays se désindustrialise, qu'on n'a plus notre indépendance, ni en matière de médicaments, ni en matière de vaccins, ni en matière de respirateurs, de dispositifs médicaux, ni même en matière de masques. Parce qu'on a empilé une telle réglementation couche après couche pour effectivement répondre aux principes de précaution. Alors, il faut le faire. Je suis pharmacien, donc je suis aussi toxicologue et je suis évidemment très sensible aux problèmes des pesticides, des insecticides, de l'environnement et de l'impact que ça peut avoir sur la santé, et c'est évident.
Mais il faut quand même faire attention de raison garder et de toujours bien peser le rapport bénéfice-risque. Parce qu'on voit bien que dans le contexte de pandémie actuelle, qui était finalement un crash test de notre pays en matière sanitaire, il faut quand même bien le dire, nous ne fabriquons plus de masques, nous ne fabriquions plus de masques, nous sommes incapables de fabriquer des médicaments qui sont absolument essentiels, notamment la réanimation, comme le curare, comme même le paracétamol, nous ne le fabriquons plus ici, simplement parce... Et alors, on voudrait bien maintenant arriver à réindustrialiser ou dans tous les cas repositionner en France un certain nombre d'entreprises. Ça n'est pas possible, essentiellement parce qu'on a un empilement de règles diverses et variées qui rendent cette production de médicaments essentiels absolument impossible dans notre pays. Merci Patrick. David, vous voudriez répondre? Avec votre micro, s'il vous plaît. David, on ne vous entend pas? Ah oui, pardon, excusez-moi. Je disais non, ce n'était pas forcément pour répondre parce que je pense qu'on s'éloigne un petit peu du thème de la table ronde, mais c'est effectivement un sujet qui est assez débattu. Moi, j'ai une analyse de la situation qui est un petit peu différente, en tout cas des causes et des effets qui sont un petit peu différentes de celles de M. Couvreur, mais je serais ravi de continuer cette discussion avec vous, M. Couvreur, mais peut-être pas là dans le cadre de cette table ronde parce que je pense que ce n'est pas le sujet de la conversation aujourd'hui. Merci David. En fait, ce que vos propos illustrent, je trouve, c'est la question de l'utilité des applications. Et notamment, Pascal Fabre, lors de notre préparation, vous m'avez expliqué que les polymères biodégradables, en fait, qui sont en développement, certains existent, d'autres sont en développement, sont en fait très coûteux et que même si on avait des polymères biodégradables, on ne pourrait pas les utiliser partout où à l'heure actuelle on utilise du plastique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Juste pour dire un mot à propos d'innovation, moi je crois beaucoup à l'innovation sous contrainte. Et quand on en fait, on voit que les contraintes forcent à imaginer, à faire des innovations de rupture. Donc voilà, je suis d'accord avec aussi Monsieur Couvreur, mais c'est vrai que c'est un débat très intéressant. Donc à propos des polymères biodégradables, déjà il faut savoir qu'il y en a un pourcentage très très faible qui est sur le marché. C'est de l'ordre du %, et qu'on n'espère pas une croissance de cette mise sur le marché qui soit très grande. Donc il ne faut pas se leurrer, ça ne résoudra pas le problème de la pollution plastique, les polymères biodégradables. Donc ça, c'est un point. Une des raisons, c'est que, évidemment, la variété de plastique veut dire aussi variété de propriétés mécaniques. Il y en a des durs, il y en a des mous, il y en a des tirables, il y a les emballages, il y a les pare-chocs de voitures, il y a les avions. On voit bien qu'on ne va pas pouvoir remplacer tous ces plastiques avec des polymères biodégradables en 5 minutes. Donc, on est très, très limité en termes de remplacement des plastiques actuels par du biodégradable. Et finalement, le coût, évidemment, on a l'habitude de diviser les matériaux en polymères de spécialité qui sont justement ces polymères plus chers, alors que le plastique très très peu cher conventionnel est la plus grande partie du marché, et les polymères biodégradables resteront toujours des polymères de spécialité. C'est des polymères de luxe, si j'ose dire. Donc, il faut prendre en compte d'autres solutions dont David a parlé, faire de l'éco-conception, penser au recyclage. Enfin bon, il y a toute une palette d'autres solutions à mettre en œuvre. Les biodégradables, c'est très important de travailler dessus, et on commence à en faire qui sont biodégradables dans l'océan, mais ce n'est pas la panacée. Fernand, est-ce qu'il faut se poser la question des applications qui sont utiles et des applications qui sont futiles? Ce qui est intéressant dans la discussion ici, c'est qu'on a quelqu'un qui s'occupe de médicaments et qui trouve ça très difficile de développer des médicaments, alors qu'à côté, il y a des microplastiques qui se baladent partout dans l'océan, alors que peut-être ils étaient un petit peu moins nécessaires que des médicaments. Quelles sont les réflexions en éthique sur la question?
La question de l'utilité, c'est une question très compliquée. Chacun aura des interprétations différentes de l'utilité. Si on essayait de promouvoir dans la société d'aujourd'hui un principe de stricte utilité, vous le savez comme moi, il y a une grande part de l'économie qui disparaîtrait du jour au lendemain. Je pense qu'on y gagnerait à titre personnel sur certaines choses, mais sans doute qu'on y perdrait également sur d'autres aspects. Il est vrai en tout cas que le débat public de 2009-2010 en France avait fait le procès de la chaussette au nano-argent qui relargue très vite 70% de son nano-argent au bout de quelques lavages, et on peut se questionner de façon immédiate sur l'intérêt de certaines applications des nanotechnologies. Ça devient plus compliqué si on parle de produits qui sont très spécialisés et sont réservés à des usages très spécifiques dans des contextes très particuliers pour lesquels on peut sans doute s'autoriser une part de risque plus importante lorsqu'il s'agit par exemple de lutter contre pas contre les accidents, d'applications médicales et autres. On pourrait discuter longtemps de l'intérêt de mettre du nano-argent dans des pansements, par exemple, qui a priori sont réservés à des applications médicales. En tout cas, je veux rappeler aussi, ça c'était une des choses qui avait été dites lors du débat public, c'est que il ne faut pas se leurrer, on a sans doute besoin des nanomatériaux, des nanotechnologies pour un certain nombre d'applications. Et en particulier, on a besoin, le débat public de 2009 l'avait clairement démontré, à mon sens, à l'occasion de certaines séances, on a besoin des nanotechnologies pour répondre à nos objectifs de développement durable sur le plan énergétique, par exemple. Par exemple, la France, je ne cite que la France, mais c'est donner des objectifs chiffrés de transition énergétique qui imposent de développer un rendement dans le solaire, dans l'éolien, dans le stockage de l'hydrogène, dans les batteries, etc., pour lesquels nous avons besoin d'un certain nombre d'applications à base de nanomatériaux et de nanotechnologies. Alors, tout ce qu'on peut faire, à mon sens, c'est d'essayer, en tout cas, de se donner les moyens d'un développement responsable de toutes ces applications, en essayant, une fois encore, le plus en amont, de faire de façon rigoureuse des analyses de cycle de vie, sans oublier aucune des externalités, en se rappelant qu'il faut une énergie pour produire, il faut de l'énergie pour produire les nanomatériaux qui seront utilisés dans les panneaux photovoltaïques, par exemple. Donc, il s'agit bien de faire l'analyse de cycle de vie, l'analyse de cycle de vie du début à la fin. Il y a de nombreuses incertitudes sur le risque inhérent qu'il faut également être capable de prendre en compte dans l'analyse de cycle de vie complète et rigoureuse. Et je pense que c'est là la seule façon, finalement, d'échapper quelque part d'ailleurs à une interprétation du principe de précaution, puisque le principe de précaution, vous le savez, il entend essayer de légiférer sur les situations d'incertitude. Quoi faire en situation d'incertitude? Je pense qu'une des façons de sortir des apories dans lesquelles nous plonge le principe de précaution, c'est d'essayer le plus possible de ne pas se mettre dans des situations d'incertitude, ou de mettre tout ce qu'on peut en œuvre pour sortir le plus possible de ces situations d'incertitude. Et évidemment, c'est pas facile. Je conclurai juste parce que, évidemment, moi également, la discussion sur le principe de précaution m'intéresse énormément. C'est intéressant de voir en tout cas que M. Couvreur nous dit à quel point les processus, les autorisations de mise sur le marché ont tendance dans l'industrie pharmaceutique à brider les innovations. Vous savez que certaines associations militent pour le développement d'autorisations de mise sur le marché pour tout un tas d'autres produits que les produits pharmaceutiques, en particulier pour les nanos. Alors, est-ce que si on était capable si on allait vers ce genre de solution, est-ce qu'on n'arriverait pas à des blocages tels que M. Couvreur les mentionne, ou est-ce qu'au contraire, ce serait une chose raisonnable à faire au regard des incertitudes énormes qui pèsent aujourd'hui sur les nanomatériaux? Je ne vais pas répondre de façon définitive à cette question, mais en tout cas, elle mérite d'être posée, à mon sens. Merci Fernand. Ça évoque une des questions du public qui demande « La seule responsabilité sociétale des entreprises n'est pas suffisante. Faute de transparence effective et obligatoire, la vigilance sur les risques des nanomatériaux n'est-elle pas condamnée à ne rester qu'un vain mot ?» Non, moi je ne crois pas. Si je peux répondre, non, je ne crois pas. Je crois que ce qui est important dans tout ça, tout ce qui a été dit, c'est qu'il faut faire
finalement la balance entre le bénéfice et le risque. Et c'est ce que l'on fait toujours en matière de médicaments. Parce que vous comprenez bien que même quand vous avez 1 million de patients et que sur ce million de patients, vous en avez 5 qui font un effet secondaire, pour l'entreprise, c'est dramatique. Parce que ce sont les 5 qui font un effet secondaire qui vont faire l'objet des médias, etc., etc. Donc, je peux vous dire qu'en matière de médicaments, les entreprises font extrêmement attention et que les règles, en plus de ça, sont extrêmement stringentes. Et ce qui est important, c'est de se dire, bon, quel est le bénéfice que l'on aura à développer des nanotechnologies et quel est le risque que l'on prend. Moi, je pense qu'en termes d'innovation, il faut prendre des risques. Si vous ne prenez pas de risques, par définition, la recherche est un risque, l'innovation est un risque. Si je vous avais dit, avant les vaccins ARN messagers, je reviens sur cet exemple qui est fantastique, si je vous avais dit on va faire des vaccins ARN messagers, tout le monde aurait dit c'est un risque énorme parce qu'on va amener de l'ARN dans le génome humain, on va modifier le génome de l'homme, etc. Bon, on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas et heureusement qu'on n'a pas eu ce principe de précaution. Mais inversement, je pense aussi qu'on peut se poser des questions raisonnables, de se dire est-ce qu'il est nécessaire, je reprends l'exemple des chaussettes avec des nanotechnologies d'argent, franchement, moi je ne suis pas convaincu que le rapport bénéfice-risque soit vraiment en faveur du bénéfice. Donc moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, il faut rester raisonnable, il faut rester équilibré, il faut savoir prendre des risques dans la vie, on en prend tous, et il faut voir le bénéfice qu'on peut apporter à la société. Merci Patrick. David ? Alors, c'est vraiment un débat très intéressant et c'est fascinant, je pense, d'avoir les différents points de vue qui sont présentés là, puisque l'analyse risque-bénéfice est très bien détaillée et définie par M. Couvreur en matière de médicaments. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que la réglementation en matière de médicaments est extrêmement particulière par rapport à la réglementation de l'ensemble des produits qui arrivent sur le marché. Et on pourrait se dire, quelque part, c'est naturel, puisque la nature même du médicament, il faut savoir comment le médicament, la substance qu'on met sur le marché, interagit avec le milieu dans lequel on va l'intervenir, puisque c'est le principe même du médicament, de faire intervenir une substance avec notre corps et avec les milieux biologiques. C'est des questions qu'on ne se pose pas légalement pour, j'allais dire, la très grande majorité des produits qui arrivent sur le marché. Et donc, c'est là que les processus que décrivait Fernand au début d'innovation responsable, etc., sont effectivement intéressants et sont nécessaires. Malheureusement, les forces de marché qui existent aujourd'hui montrent que tant qu'on reste sur des mécanismes volontaires, ça ne marche pas. Où ça marche, c'est très largement à la marge. Et la question de la transparence qui est soulevée par la question du public est essentielle à ce titre-là. C'est quand même fascinant, je trouve, de se dire qu'on produit un certain nombre de matériels et qu'aujourd'hui, si on pose la question de savoir, mais attendez, qu'est-ce qu'on produit, dans quelle quantité et où on va retrouver ces matériels en matière de... Personne n'est capable de répondre à cette question. On a des informations un petit peu éparpillées dans le registre R-Nano en France, mais c'est que pour la France, et encore la définition de ce qui rentre dans le registre est assez limitée, mais pour la plupart des autres substances, on ne sait pas. Et le parallèle est intéressant aussi avec le plastique. On disait tout à l'heure, le plastique, c'est un conglomérat de polymères, d'additifs et de substances, de résidus de production aujourd'hui, mais c'est un matériau qui va traverser de nombreuses étapes dans la chaîne de produits et dans la chaîne de valeur, et l'information n'existe pas au sein de cette chaîne de valeur. Et on arrive à des situations assez incroyables où on va mettre sur le marché des produits qui contiennent un certain nombre de substances chimiques qui vont avoir un impact, qui vont rendre le recyclage impossible ou qui vont rendre l'élimination des déchets particulièrement toxiques, mais personne dans la chaîne de production n'est au courant. Et à chaque fois qu'on essaye d'imposer ou de demander des informations, il y a une résistance extrêmement forte de l'industrie qui dit non, ça c'est des secrets de fabrication, c'est du secret de fabrication. Alors on sait qu'avec du reverse engineering, cet argument tient très peu. Mais c'est une des raisons pour laquelle, aussi bien en matière de plastique qu'en matière de nanomatériaux, il y a des demandes très fortes qui sont portées pour mettre en place des obligations légales
de transparence et de partage de l'information, parce que et ça pour se permet rapprocher, d'améliorer l'ensemble du cycle et l'ensemble de la chaîne. Du et début, pour du se rapprocher design un petit peu à la fin. des processus qui sont appliqués peut-être dans le secteur des médicaments. On va bientôt conclure. Je vais vous demander très brièvement à tous les quatre de nous donner quelle est selon vous la priorité en termes de développement de matériaux innovants qui peuvent atteindre des tailles micro ou nanométriques. Pascal? Alors nous, on essaie de les éliminer, hein, les tailles nanométriques dans les plastiques. Mais effectivement, c'est de fabriquer des nouveaux polymères, hein, des matériaux biodégradables, des matériaux recyclables. Donc c'est dans ces domaines-là qu'il faut innover, innover dans le recyclage, innover dans les matériaux au moment du design. Et je voulais juste citer un exemple par rapport à la discussion qu'on avait précédemment aussi, et que disait ce qu'a dit David, à savoir que les ressources pétrolières, une grande partie de celles-ci sont utilisées pour le plastique, et donc bientôt, on ne pourra plus en produire de toute façon. Donc à un moment, il faut faire quelque chose. Et il y a une comparaison très intéressante avec l'acier. En fait, la production d'acier et la production de plastique augmentaient de manière parallèle et assez forte pendant un nombre assez grand d'années. Et en fait, la production d'acier s'est stabilisée à partir du moment où on a su le recycler, alors que celle du plastique a continué à augmenter. Et je me dis que là, ce n'est pas de fabriquer des normes ou de la réglementation, mais peut-être en travaillant par exemple sur le recyclage, eh bien, on n'aurait plus besoin d'en fabriquer d'autres parce qu'on saurait le recycler plus efficacement. Et le réutiliser, bien sûr. Merci Pascal. Fernand, la priorité pour vous? Je pense que l'humanité arrivera à maîtriser la nanotechnologie comme elle a maîtrisé un certain nombre de technologies dans son histoire. Je pense que c'est nécessaire, je pense qu'on y viendra. Si je devais retenir une seule priorité, ce serait évident, je pense en premier lieu la restauration de la confiance publique, hein, qui a été grandement échaudée et sans laquelle on n'arrivera pas à aller très loin. Hein. Bon, on pourrait développer énormément. Juste pour reprendre très très rapidement l'exemple des vaccins, hein, vous savez que certains opposants aux vaccins font valoir le danger porté par ces nanoparticules lipidiques, vous le savez, des vaccins, et dans lesquels ils voient des façons de contrôler nos cerveaux, de nanomachines qui vont contrôler nos pensées. Enfin, il y a tout un tas de délires complets qui se sont exprimés à ce sujet et qui nourrissent quand même une grande part encore, me semble-t-il, d'irrationnel, d'opposition primaire à un certain nombre de choses. Donc, restauration de la confiance publique, ce qui ne peut se faire, à mon avis, quand même, que par un investissement fort du principe de précaution. Hein. Je pense qu'une fois encore, je terminerai par ça parce que les questions sont vraiment d'actualité, mais je pense que si nous avions fait preuve collectivement de davantage de prudence, nous ne serions pas aujourd'hui dans une situation où, malgré tout, et en dépit de tout le crédit que je porte au vaccin, nous sommes obligés de nous inoculer ces substances sans réelle connaissance de leurs effets à long terme, malgré tout. Et nous sommes dans une situation quand même qui me semble assez irrationnelle et assez périlleuse. Voilà, donc restauration de la confiance qui passe quand même par le principe de précaution partagée, pour moi. Merci beaucoup Fernand. Patrick? Alors moi je rebondis sur la restauration de la confiance, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'on est arrivé dans un monde où la science a de plus en plus d'importance. Et je pense qu'en France, on a quand même un problème au niveau de l'enseignement des bases scientifiques au niveau du collège, au niveau du lycée, c'est-à-dire en physique, en chimie, en biologie. Et je pense que, parce qu'on est quand même, en termes de vaccination, un des pays les plus méfiants vis-à-vis de la vaccination. Et où, moi, je ne suivrai absolument pas l'opinion publique sur ce plan-là, parce qu'on se rend compte que l'opinion publique, comme pour beaucoup d'autres choses d'ailleurs, est changeante en 15 jours près. Vous avez vu qu'au départ, personne ne voulait se faire vacciner par les nanoparticules d'ARN messager.
Et maintenant, les gens se battent pour avoir ce vaccin-là et pour ne pas avoir l'AstraZeneca, qui est un adénovirus avec la protéine Spike. Donc, vous voyez qu'il faut éduquer. Je pense qu'il ne faut pas suivre l'opinion publique. Il faut éduquer les jeunes, la jeune génération, à partir des sciences fondamentales, de manière à éviter les fake news qui reposent finalement sur une incompétence fondamentale en matière scientifique. Je suis désolé de le dire. Et c'est pour ça que beaucoup de débats citoyens, moi je suis très réservé, je peux vous le dire, j'ai assisté à beaucoup de débats citoyens sur les nanotechnologies il y a un certain nombre d'années du temps de Valérie Pécresse, je m'en rappelle, et tout ça on tournait en boucle parce qu'il n'y avait pas vraiment, je dirais, une éducation suffisante du public. Merci Patrick. David, je vais vous demander d'être extrêmement bref puisqu'on va bientôt passer à la conclusion de cette journée d'études. C'est un sacré challenge que vous me demandez là, vous avez dû vous en rendre compte. Alors, si je devais prioriser une chose, je dirais une réflexion sur nos modes de production et de consommation. Quelles que soient les technologies qu'on va développer, les nouvelles technologies, on consomme trop de ressources, on consomme trop de matière, on consomme trop de futilité. Et aujourd'hui, on aurait besoin de 2 à 3 planètes pour continuer à vivre juste de la manière dont nous, on vit et même pas l'ensemble de la planète. Donc, je pense que la priorité, c'est cette réflexion sur ce qu'on produit, la manière dont on le produit et surtout la manière dont on consomme. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un certain nombre de mécanismes et de discussions qui vont dans cette direction-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur le sujet. Merci beaucoup David, merci à tous les 4. C'est malheureusement la fin de cette table ronde. Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés et qui ont suscité de l'intérêt pour le public aussi. On n'a pas pu poser toutes leurs questions, j'en suis désolée.